Dear Deputy Consul Perron, dear Sonja Peichel, Sonja, wo hast du dich versteckt? Hallo. Dear Christoph Braue, eben habe ich ihn noch gesehen, hier. Dear Nathalie, dear audience, please join me in welcoming our two guests of honor for this evening with a warm round of applause, Claire Simon and Alain Bergalat. It is particular pleasure and honor for me to welcome you all here to the masterclass. Later on, director Claire Berger will also be joining us. She has traveled from Paris especially for À nous le cinéma and will be interviewed tomorrow by students from Frankfurt and Bucharest. French cinema is truly well represented here. Cher adjoint Perron, chère Sonja Peichel, chère Nathalie, cher public, merci beaucoup d'accueillir ce soir nos invités d'honneur, Claire Simon et Alain Bergalat. Donc c'est un honneur pour moi de les recevoir pour cette masterclass. Plus tard, nous recevrons Claire Berger, qui est venue spécialement de Paris pour nous voir et qui va venir à Wiesbaden. Elle vient spécialement pour À nous le cinéma et elle sera interviewée demain par des élèves de Bucarest et de Francfort. Donc le cinéma français est réellement bien représenté ici. We at the DFF have opened the entire building today on a Monday when Frankfurt museums and our cinema are normally closed for a wide variety of groups, and so please allow me to take up a little more of more of Alain Bergalat's time. I know he doesn't appreciate this, but I believe it is important to understand the special context of this evening before we delve deeply into our discussion on film. Donc nous, l'équipe du DFF, nous avons ouvert spécialement nos locaux aujourd'hui un lundi, alors qu'habituellement le lundi, les cinémas et les musées sont fermés ici. Donc nous l'avons ouvert pour cette masterclass ce soir. Donc je vais prendre un peu de temps de parole à Alain. Je sais que ça ne lui plaît pas trop, mais je crois que c'est important que vous soyez informés sur le contexte de la soirée. Donc voilà, avant qu'on plonge dans la discussion. Here in the room are guests from the Otto BHF Stiftung, members of the Franco-German Society and the DFF Patron Circle, all of whom are interested in film and in France. Without such institutions and initiatives and people like you who promote cultural engagement, an educational project such as Cinéma Sainte-Anne de Jeunesse would not exist. I would therefore like to thank you warmly for your support. Dans la salle, nous avons des invités de l'Odo BHF Stiftung, des membres de la Société franco-allemande et des membres du Cercle des mécènes du DFF. Donc, tous ici sont intéressés par le cinéma et par la France. Sans ce genre d'institution ou d'initiative, sans des personnes comme vous qui font la promotion de projets et d'activités culturelles, des projets éducatifs tels que le CICAJ ne pourraient pas perdurer. Donc vraiment un grand merci à vous. We also have a lot of young people from all over the world here, because this morning we opened the À nous le cinéma festival at the beautiful Caligari Filmbühne in Wiesbaden. And I also would like to thank the city of Wiesbaden, the Institut Français and the French Embassy. Donc nous avons ici aussi ce soir des jeunes gens d'un peu partout dans le monde, puisque c'est aujourd'hui que nous avons ouvert le festival À nous le cinéma dans le très beau cinéma Caligari à Wiesbaden. Donc pour cette raison, j'aimerais remercier chaleureusement la ville de Wiesbaden, l'Institut français et l'ambassade française. À nous le cinéma is the annual highlight of the highly acclaimed international film education project CCAG, how we call it. With Alain Bergalat and Nathalie Bourgeois, founded in Paris 30 years ago, together with others. Donc, À nous le cinéma, c'est l'aboutissement annuel du projet éducatif international célébré qui est le CCAJ, comme on l'appelle entre nous, et qui a été fondé par Alain Bergalat et Nathalie Bourgeois il y a 31 ans avec l'aide de quelques autres personnes. It enables children and young people all over the world to spend an entire school year under the guidance of their teachers and filmmakers, engaging in depth with the most important medium of the 20th century, which unfortunately is still not on the curriculum in our schools, film. Donc ce projet permet à des enfants et à des jeunes gens de passer une année sous la tutelle de professeurs et d'intervenants pour travailler sur le médium qui, à mon sens, est le plus important de ce siècle et qui malheureusement est très peu représenté dans nos cursus scolaires, le cinéma. Today and until Wednesday, young people aged 10 to 18 from 11 countries are presenting their short films to one another in Wiesbaden and discussing them in depth.
I would like to thank all the adults involving in making this art-based project for international understanding a reality, the cultural partners, the teachers and the filmmakers. Above all, however, I would like to thank the young people for sharing their visions and their ideas with us. I would particularly like to thank Nathalie Bourgeois and the Franco-German team for their hard work in organizing the festival. I think it's applause. Jusqu'à mercredi, des jeunes de 10 à 18 ans et venant de 11 pays différents vont présenter leurs courts-métrages et échanger entre eux à leur sujet en profondeur. Donc merci évidemment à tous les adultes qui ont permis à ce projet de voir le jour, mais merci surtout aux jeunes gens de partager avec nous leurs visions, leurs idées. Merci tout particulièrement à Nathalie Bourgeois et à l'équipe franco-allemande pour leur travail. I'm looking forward to the masterclass, the reception afterwards, Claire Simon's film, of course, and also to the discussion with Claire Berger tomorrow in Wiesbaden. I wish you all a lovely evening, and you will hear from me shortly again at the opening of the reception following the masterclass. But for now, I hand over to Alain Bagala to introduce the trailer. J'ai très hâte de voir cette masterclass, j'ai très hâte de la réception qui va suivre et de voir évidemment le film de Claire Simon. Et j'ai aussi hâte de la discussion avec Claire Berger demain à Wiesbaden. Donc je vous parlerai encore un petit peu après la masterclass, mais pour l'instant, je laisse la parole à Alain Bergala. Merci beaucoup. Pour lancer la bande-annonce. Merci, il vaut mieux. La bande-annonce. Oui, donc vous allez voir, bonsoir d'abord à tout le monde, merci d'être là. Vous allez voir le trailer. Chaque année, à la fin de l'année de Cinéma 100 ans de jeunesse, on monte des brefs extraits des films qui ont été faits par les élèves. Et là, ils y sont tous cette année. C'est-à-dire que c'est bref, mais il y a des extraits de chaque film qui a été réalisé dans le monde entier. Voilà, donc on regarde d'abord ça et après on commence. Voilà. Moi, je suis là pour revoir le trailer. Au début, tout était différent. La langue, l'école, les gens. Je me sentais un peu perdue. Non mais attends.
c'est bien parce que j'ai pu faire des photos de vous en train de regarder le film. Alors, bon, d'abord, on ne va pas faire entre nous deux quelque chose d'académique. Ce serait absurde puisqu'on se connaît depuis longtemps. On a fait des choses ensemble, notamment à la FEMIS. C'est-à-dire, on ne va pas jouer à ce vous voyez, comme ça se fait parfois. Alors, Claire Simon, c'était la cinéaste idéale par rapport à cette manifestation, pour deux raisons. Bon, d'abord, la question de la transmission, la question de l'éducation l'a toujours concernée. Elle a fait plusieurs films qui, si vous voulez, qui attrapent cette question. Qu'est-ce que c'est que être un élève, être un prof? Qu'est-ce que c'est que la situation scolaire? Qu'est-ce que c'est que les concours? Qu'est-ce que c'est, voilà. Donc, je cite quelques titres de ces films qui sont assez centrés sur ça. Récréation, même si récréation, c'est pas sur la transmission, c'est sur la pression sociale sur les élèves dans une cour de récréation. Le concours, puisque elle a fait un film sur le moment où les candidats à la FEMIS passent le concours. Elle a fait un film qui s'appelle 800 km de distance, où c'est pas de la transmission, mais c'est quand même une relation entre une adulte et quelqu'un de plus jeune, comme ça, qui en l'occurrence est sa fille. Plus récemment, elle a fait Apprendre, et tout récemment, Écrire la vie. Ça veut dire que dans son œuvre, qui est importante, elle a fait beaucoup de films, il y en a quand même 5 qui tournent autour de cette question de la pédagogie, de la transmission, etc. Donc, elle était parfaite pour nous, pour voir les films qu'ont fait les élèves qui viennent, comme vous avez vu, un peu du monde entier. Donc ça, c'était le premier aspect. Et deuxième aspect, c'est le sujet de l'année. Le sujet de l'année, c'est chaque année, je résume, à 100 ans de jeunesse, chaque année, on choisit un sujet assez large qui fait que tous les élèves travaillent pendant un an sur le même thème ou le même sujet. Donc, ce qui est intéressant, parce qu'à la fin de l'année, quand ils viennent ici, enfin quand ils viennent aux journées où ils montrent leurs films, ils ont tous passé, en gros, par les mêmes questionnements, par les mêmes stratégies, les mêmes questions. Donc, ça veut dire que c'est beaucoup plus facile pour eux de voir, comprendre les films des autres et de dialoguer vraiment avec les autres. C'est pas un truc comme ça artificiel. Alors, cette année, le sujet, c'était vivre quelque part. Vivre quelque part, et après, entre parenthèses, ici et ailleurs. C'est-à-dire, l'idée, c'était qu'est-ce que c'est au cinéma, qu'est-ce que c'est dans un film, que de vivre quelque part. Et ici et ailleurs, c'est... Évidemment, il y a plein de situations où les gens vivent quelque part, mais viennent d'ailleurs ou ont envie d'être ailleurs. On en a vu des très beaux aujourd'hui dans les films des élèves sur cette question-là. Alors Claire, elle est aussi au cœur de ça. Dans ces films, il y a toujours l'idée, soit je filme un endroit où j'ai vécu, que j'aime, que je connais depuis l'enfance, même si j'y suis pas. Et Claire, elle revient souvent dans un village où elle est née. Enfin, elle est née à Londres et elle a vécu 5 jours à Londres. Donc, c'est pas ça qui l'a constituée dans son imaginaire. Et puis, elle s'est retrouvée dans ce village que je connais bien, parce que moi aussi, je suis dans un village du Var. Et donc, c'est un lieu sur lequel elle revient fréquemment pour filmer. Et on verra d'ailleurs un extrait, là, très court, de un des films où elle revient sur ce village de son enfant. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce village d'abord? Qu'est-ce que ça représentait pour toi? Qu'est-ce que tu y as appris, attrapé? Pour moi, c'était le monde. C'était d'ailleurs, quand j'étais petite, on disait pour les autres gens, on disait les Français. Nous, on considérait qu'on était des Provençaux. Et c'était comme une cosmogonie, c'est-à-dire il y avait le village, un peu là où il y avait des maisons autour, et puis la campagne. Et puis il y avait peut-être 2 capitales qui se tiraient la bourre, qui se chamaillaient, c'était Marseille et Nice,
Mais donc, pour moi, le monde était là. Voilà. Et c'est sans doute grâce à l'école où je suis allée, qui était formidable, l'école du village, que je me suis sentie autorisée, enfin je sais pas, que je me suis sentie faire partie du village, quoi, alors que mon père et mes parents n'étaient pas de là, ma mère était anglaise et mon père était malade, il était du nord de la France. Donc voilà, et on habitait loin du village, donc mais l'école m'a beaucoup appris, c'était formidable. Et puis voilà, sans doute c'est pour ça que j'aime tellement filmer les jeunes gens, les enfants à l'école et tout, parce que j'ai eu une expérience très belle. Et puis voilà, j'ai dû aller à Paris parce que mon père était trop malade pour rester à la maison. Et donc oui, comme beaucoup de gens, mais c'est une blague pour moi, j'ai eu ce petit déchirement de l'exil qui n'a rien à voir avec le vrai déchirement de l'exil des gens qui, comme on le voit très bien dans les films que vous avez faits, les jeunes gens, celles qui dessinent l'Ukraine énorme et tout, là. Voilà, les gens qui sont obligés de quitter leur lieu d'enfance, voilà. Ça m'a appris la campagne, ça m'a appris que la campagne avait, comme la ville, une histoire, qu'il y avait des traces dans la campagne de l'histoire. Voilà, ça m'a appris plein de trucs. Voilà. Ça m'a aussi appris que, par exemple, j'ai réussi à travailler dans le cinéma grâce aux Algériens, parce que j'étais partie en voyage là-bas et que j'ai pu travailler grâce aux gens de la Cinémathèque d'Alger. Mais c'est pour dire juste que comme moi j'avais été élevée dans le Sud, je me sentais beaucoup plus à l'aise avec les Algériens qu'avec les gens du Nord. Voilà, c'est un peu idiot, mais je dois toujours faire un remerciement à la Cinémathèque d'Alger. Alors, les cinéastes français et les documentaristes, il y en a qui s'attaquent à des sujets dans lesquels ils n'investissent pas d'où ils viennent. Depardon, oui. Depardon, lui, il fait des films sur beaucoup de sujets, mais il n'a jamais oublié non plus d'où il venait, et il a fait des films, et parmi ses plus beaux, dans la campagne où il a été enfant, avant de lui aussi partir à Paris. Mais il y a beaucoup de cinéastes pour qui ça ne sert pas dans leurs films. Ils pensent que c'est pas dans le cinéma, on n'a pas à exposer des choses personnelles sur son enfance, sur des lieux où on a vécu. Et donc, par rapport à ça, Claire est un cas particulier. Et Claire est aussi un cas particulier parce que les cinéastes qui parlent de ça en général, comme Depardon, c'est dans le documentaire. Alors que Claire, cette source d'un endroit où elle a vécu, est à la fois dans ses documentaires et dans ses fictions. Puisqu'il y a même un cas, bon, si on a le temps, on montrera un extrait, où elle fait une fiction dans un village comme celui-là. La fiction n'a pas grand-chose à voir avec ce que tu as connu dans le village. Mais l'idée, c'est que inscrire une fiction dans un lieu où on a vécu, c'est pas la même chose que écrire une fiction pour un lieu nouveau qui est fait pour la fiction. Donc, ça veut dire que tu as un entrelac de liens entre ce lieu, enfin cette origine, et puis tes films, en documentaire et en fiction. Alors, on va commencer par un extrait qui est un film assez récent. Entre-temps, Claire a fait d'autres films là, mais là, elle revient. Et elle revient et elle découvre à ce moment-là que le village qu'elle avait quitté n'est plus du tout le même. Celui qu'elle trouve n'est plus du tout le même. Et qu'elle est obligée de trouver un lieu très précis qui est un garage où la vie sociale se passe parce qu'il n'y a plus rien d'autre que ça dans le village. Donc on voit un extrait. Donc ça, c'est l'avant-générique de Garage. Et elle se filme elle-même en train de revenir de nuit dans ce village. Donc on peut projeter Garage.
J'ai grandi ici. J'habitais loin du village. J'allais à l'école ici, à Clavier. Il y a longtemps, j'ai tourné un film avec ma fille sur ses amours adolescentes avec le fils du boulanger. Aujourd'hui, la boulangerie n'est plus là. Quand je reviens ici au fil des années, je ne reconnais plus grand monde. Je pense à tous ceux qui ne sont plus là. Les maisons, elles, sont toujours là. Elles sont entretenues. Le village se consacre aux vacanciers, aux retraités. Et chacun travaille pour eux. Ils viennent au village pour se reposer, pas pour vivre. Quoi qu'on fasse ici, il faut une voiture et le garage est devenu le lieu de tous. Tous, c'est-à-dire les hommes. Parfois, les femmes y passent, jeter un œil. Ton père, il a changé son feu arrière ? Ouais. Et ça allait ? Ouais, mais... Tiens, je te laisse ouvrir. Voilà, donc là, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de nostalgie, mais il y a aussi un constat très réel en France aujourd'hui. Et en France aujourd'hui, il y a des lieux qui ne sont pas morts, qui vivent, mais qui ne vivent pas. C'est-à-dire que les gens qui reviennent ou qui y viennent, les commerces ferment, il n'y a plus besoin d'eux, et ils vivotent. Donc les maisons, comme tu dis, ne sont pas fermées, il y a encore des habitants, mais il n'y a plus de vie réelle et concrète, quoi. Donc là, le garage, c'est le seul lieu de vie. Du coup, Claire fait tout son film sur ça. Donc est-ce que tu peux raconter ça ? Oui, parce que depuis longtemps, je voyais ce garage qui était tenu par un copain de ma fille et j'avais l'impression que c'était le lieu social le plus fort du village parce que tout le monde venait. Enfin, surtout les hommes, mais les femmes aussi, elles déposaient leur voiture ou bien on en parlait beaucoup des femmes aussi dans le garage. Et voilà, j'avais envie de raconter, parce que j'aime beaucoup aussi l'idée qu'un lieu raconte un autre lieu, enfin que le garage raconte tout le village. Et d'ailleurs, je m'étais dit à l'époque, si je devais faire une novella, je la ferai dans un garage. Pourtant, moi, j'aime pas tellement les voitures, mais j'ai énormément appris en faisant ce film. J'ai appris que chaque panne est un scénario dont on ne connaît pas forcément l'issue et dont tout le monde est extrêmement angoissé et c'était absolument fascinant ce truc-là. Et puis, je voudrais dire aussi, pour ceux qui éventuellement voudraient faire des films documentaires, que je suis partie avec cette idée, c'est ce que j'ai dit à Christophe, le garagiste, je veux filmer ton garage parce que tout le village est dans le garage. Il m'a dit oui, d'accord. Et en fait, je me suis aperçue au fur et à mesure qu'il y avait autre chose qui se passait, c'est qu'il avait un apprenti. Et que cet apprenti avait donc un rapport avec lui.
bon, on voit, il est avec sa copine et tout, mais qui avait quelque chose d'un rapport avec un père, alors qu'il avait quoi? Ils avaient 10 ans, 12 ans d'écart. Mais c'était très beau ce rapport avec l'apprenti et la façon dont l'apprenti essayait de faire face parce que c'est un directeur de garage assez violent et je trouvais ça très très beau que cet apprenti, à un moment, il a un vrai contrat d'apprenti. Et voilà. Et donc, du coup, j'ai changé un peu le chemin. Enfin, c'était sur le village, mais il y avait aussi l'histoire de l'apprenti que j'aimais beaucoup. Et c'est une chose qui m'est arrivée plusieurs fois dans un film documentaire, de partir avec une idée et puis j'ai suivi un peu un autre chemin. Et c'est pour ça que souvent je m'irrite devant les demandes qu'on fait aux gens qui veulent faire des documentaires, d'écrire un projet avant, de parler de l'écriture documentaire, parce que une fois qu'on est les mains dans le cambouis, si j'ose dire, et là c'était vraiment le cas, on s'aperçoit, on découvre quoi. Et le film, c'est ce qu'on découvre. Voilà. Si vous ne connaissez pas ce film, c'est un film que j'adore personnellement, parce que pour moi c'est un film de Howard Hawks, c'est Atari, enfin comment dire, communauté d'hommes, et puis il y a des choses qui passent, mais c'est structuré par les hommes, en gros, absolument. Et c'est isolé, c'est-à-dire que le village est enfin le garage isole toute la vie sociale, donc c'est comme Atari. Donc si vous aimez Atari, regardez le film de Claire sur le même sujet à peu près. Alors, il y a un autre aspect dans les films de Claire. Claire, elle aime beaucoup aussi faire des documentaires dans des lieux où il y a beaucoup de monde et où ça circule. Gare du Nord, par exemple, sur lequel elle a fait plusieurs films. Et puis, les bois dont les rêves sont faits. C'est-à-dire, elle aime bien approcher un groupe qui n'est pas une communauté. Les gens qui passent à la gare, ils ne se connaissent pas, je veux dire, ils ne constituent rien. Mais du coup, il y a des tas de cas singuliers, de personnages, etc. Et là-dessus, elle est très forte, parce qu'elle repère vite ceux qui, pour elle, lui disent quelque chose d'important. Et donc, c'est le cas dans Gare du Nord, où, Gare du Nord, vous imaginez la circulation tous les jours, tous les gens qui passent, etc. Et puis, elle tombe sur... je vais vous en montrer un, sur des gens qui, évidemment, quand on passe rapidement à la gare, on ne sait pas d'où ils viennent. On ne connaît rien de leur vie. Et elle prend le temps de les laisser parler, même pas de les faire parler, de les laisser parler. Et de ce coup, on découvre des choses extrêmement étonnantes. Alors, Gare du Nord, c'est un drôle de film, puisque c'est à la fois une fiction, il y a 2 acteurs, et en même temps, c'est aussi un documentaire. Je veux dire, sur... ces 2 comédiens traversent aussi un documentaire qui serait celui « Qu'est-ce que c'est que la Gare du Nord ?» Voilà. Donc on va vous montrer un extrait que j'aime bien sur un personnage que tout le monde passe devant lui tous les jours et personne ne lui a jamais demandé d'où il venait. Donc on passe l'extrait de Gare du Nord, s'il vous plaît. Et le marchand de bonbons là-bas, tu l'as déjà interrogé? Vous venez de Chine? Népal. De Népal. Du Népal? Oui. Et vous êtes bouddhiste, musulman? Vous croyez pas en Dieu? Je crois au travail. Monsieur? 7,10 €. 7,10 €? J'ai eu mes papiers au Japon. Je n'étais pas programmé pour venir en France. Le hasard. J'ai été engagé dans l'armée. Vous avez dit direct alors du Japon en France? Direct? Oui. Parce que j'ai fait une bêtise là-bas. Vous êtes de la Légion? Oui, j'étais à Calvi en Corse. Parce que j'ai fait une bêtise. Quoi, 3 ans, j'ai resté. Pendant 3 ans? Bonjour, ça va bien? Le colonel.
Wow, vous êtes colonel, monsieur? Je suis lieutenant-colonel. Mais lui, il est parachutiste. Il était au 2e rep à Calvi. 1,50 €. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Allez, je file. Au revoir. Moi aussi, je m'en vais. Demain, je serai ici à quelle heure? À 10h, tu seras là? Je sais pas encore. Ah si, allez, à 10h. On se dit au magasin là, de chaussures, de basket. C'est le cas. Ouais. Ouais. Ciao. À demain. Au revoir. Moi, ça me manque mon pays. Ça manque, ouais. Je travaille ici, mais je ne suis pas d'ici. Vous êtes marié avec une Française, une Népalaise Népalaise. Ma femme veut que mes filles soient éduquées ici. Mais pour moi, l'avenir, c'est pas ici. Quand je vois tout ce qui se passe dans la gare, c'est dangereux. Elle parle népalais? Un petit peu. On le communique en népalais à la maison pour le donner à nous. Pour moi, c'est important d'avoir un minimum de racines. Bien sûr. En plus, je ne pense pas que l'éducation ici à Bobigny soit meilleure. Non, elles sont à Bobigny à l'école. J'habite à Bobigny. Voilà, donc comment tu... Oui, là, je sais comment dans ce film-là, mais comment tu fais pour... Tu es à la gare, il y a plein de gens pour repérer celui qui va être peut-être intéressant pour ton film. Est-ce que tu parles à beaucoup de gens? Est-ce que... Tout là est de la fiction. C'est-à-dire que celui qui parle n'est pas vraiment... Non, c'est un Chinois. Ah ouais, d'accord. Écoute, ça marche bien. C'est un acteur extraordinaire. Ouais. Mais c'était une vraie histoire, hein, parce que pendant quelques mois, j'étais avec un étudiant américain que j'avais rencontré en Amérique, avec une étudiante à moi de Paris 8 et avec un ancien assistant. Et on avait mis en pratique un précepte d'Alessandro Baricco qui consistait à écouter. Parce qu'Alessandro Baricco, qui est un romancier italien, avait enseigné à l'école à Turin, l'école de cinéma, et il disait aux étudiants, vous montez dans le bus, vous fermez les yeux et vous écoutez tout le long de la ligne de bus. À la fin de la ligne de bus, vous avez au moins un scénario, si ce n'est 10. Et donc moi, j'avais fait ça avec les étudiants de la FEMIS, qui avaient un scénario, qui avaient moyennement apprécié. Et après, nous, on a fait ça sérieusement, parce que moi, même avec les étudiants de la FEMIS, j'ai rencontré des gens extraordinaires, le chef des vigiles, tout ça. Et donc, on enregistrait, on était comme des espions, on faisait parfois des interviews et tout, et après on se retrouvait chez moi et on discutait de ce qu'on avait ramassé, de comment le retranscrire, etc. Et ensuite, quand on a fait la fiction, donc j'ai fait aussi un documentaire dans la gare. C'est-à-dire que la question c'était, celui qui parle, est-ce que c'est la vraie personne ou est-ce que c'est un acteur? Parce qu'ici, là, c'est tous des acteurs, y compris le colonel, quoi. Voilà. Le colonel, on pense un peu que c'est un ouais. Ouais. Mais c'était vrai dans ce qu'on avait vu. Voilà, on avait vu. Et donc, l'idée, c'était de remettre en scène ce qu'on avait vu en le travaillant comme ça. Et voilà. Et j'avais l'impression que la gare, c'était une caverne d'histoire. Que c'était vraiment... C'est-à-dire, la gare, c'est l'enfer au sens grec du terme, de la mythologie grecque. C'est-à-dire, on rentre là et il y a tous les gens qui sont sur un seuil qui viennent d'arriver ou qui partent. Et c'est comme si ils voyaient leur destin. Souvent, il y a une ambiance dans la gare qui est... On n'est plus dans la ville, on est ailleurs, on est dans une, comme disait Michel Foucault, une hétérotopie. Et donc, moi, je trouvais ça super intéressant d'essayer d'attraper les dialogues et donc les histoires des gens. Mais parce que souvent, dans les dialogues,
il y a quelque chose dans les dialogues que disent vraiment les gens, il y a quelque chose qui trahit ce qu'ils ressentent vraiment, leurs sentiments. Tandis que quand on écrit, et moi j'ai écrit des fictions, donc on se met à la place des gens et c'est pas exactement pareil. C'est pas le sentiment qui décide des mots. Et moi je trouvais ça extraordinaire ce qu'on ramassait et donc je travaillais pour qu'on arrive à utiliser les vrais mots, les mots qui avaient été dits, en se disant les mots c'est comme une archive, si vous voulez, c'est comme dans Récréation d'ailleurs, c'est exactement pareil, les mots sont une archive qui vont refaire vivre les gens, voilà. Et est-ce que tu peux dire 2 mots, on ne va pas s'étendre là-dessus, mais comment tu construis cette fiction? Tu construis une fiction où finalement le personnage masculin, c'est lui-même un cinéaste, enfin c'est lui-même, voilà, c'est toi, et tu éprouves le besoin d'avoir une petite histoire sentimentale avec quelqu'un qui est le contraire de ça, quelqu'un qui est censé être isolé dans son truc et tout. Donc comment ça te vient cette idée? Est-ce que tu te dis quelqu'un va être à ma place dans l'histoire et puis je trouve quelqu'un d'autre pour avoir une petite histoire sentimentale? C'est ça ton processus? Non, c'est que il y avait un magasin de bijoux qui a disparu, qui était dans le couloir du RER. Et la dame nous avait expliqué cette femme qui venait, qui avait un cancer et qui passait au rythme de ses chimios et qui cherchait des bijoux pour s'arranger parce que son mari l'a délaissé un peu, etc. Et moi, je suis partie sur cette histoire de cette femme qui enfin trouvait quelqu'un avec qui parler, quoi, tout simplement. Et voilà. C'était intéressant parce que souvent dans la gare, on cherche quelqu'un aussi. Voilà. Ça a été très long, l'écriture, parce qu'il fallait faire que toutes les histoires marchent ensemble. Et évidemment, le personnage de Reda Kateb, c'est mon double, d'une certaine manière. Et la femme, elle ne fait pas que... à la fin, elle le cherche. Au début, elle l'attend, et après, elle le cherche. Parce qu'il disparaît un peu, etc. Il y a quand même une tension qui est créée entre les deux personnages par le fait qu'elle est en manque de le croiser. Oui, voilà. Et surtout parce que quand je faisais toute cette recherche, il y avait beaucoup d'histoires d'amour à la gare. Il y avait 2 trucs. Il y avait les morts dans la gare, il y en a beaucoup. Et par exemple, il y avait des jeunes qui venaient, et j'ai commencé le film comme ça, pour coucher ensemble au RERE à tel endroit. C'est dans le film d'ailleurs. Ouais, je trouvais ça extraordinaire. Et par exemple, il y avait plein de gens de la banlieue, tout ça, qui ne connaissaient que Foot Locker à la gare du Nord. Voilà, c'était le rendez-vous, mais pour les parents aussi, avec les enfants, tout ça, c'était Foot Locker. Bon, ça n'y est plus. Mais voilà, je trouvais très très beau que chacun refabrique. Par exemple, il y avait un café des Congolais. Bon, mais voilà, il y avait du deal, enfin, ils vendaient des fringues, tout ça, au café des Congolais. C'est-à-dire que chacun a fabriqué son espace, là, dans la gare. Et je trouvais ça une espèce d'empowerment, comme on dit, de prise de pouvoir sur le lieu que je trouvais très intéressante et que les gens ne se rendent pas compte de ça. Je trouvais ça beau. Et est-ce que c'est pas dur de tourner longtemps? J'étais épuisée. Ben oui, je n'en pouvais plus. C'est pour ça que j'ai fait le bois après. Parce que franchement, j'ai passé 5 ans en gare du Nord, entre le documentaire, la fiction, le casting, etc. Je n'en pouvais plus de ce monde de béton, de métal. Les seuls animaux, c'était les chiens et les pigeons. Voilà, je n'en pouvais plus. Donc le bois, ça a été... D'ailleurs, on va passer au bois. Voilà, ça tombe bien. Ça a été merveilleux pour moi. Donc, on va passer au bois, où là, il y a une scène que je trouve absolument géniale. Enfin, c'est celle que j'ai choisie en accord avec Claire. On la voit d'abord et on en parle après. Ouais. Donc, on passe l'extrait des bois.
c'est. Je ne sais pas ce que c'est. C'est le monsieur cambodgien? Non. Non, c'est la dame qui raconte ce que c'est le bois pour elle. Ah ouais, ouais. C'est une cinéaste, elle. Elle est cinéaste. Ah oui. Quand j'étais au Cambodge, j'ai vécu la période Khmer Rouge, donc eux, ils nous ont emmenés à vivre dans la forêt. Donc tous les souvenirs que j'ai de mon enfance, c'était avec la vie dans la forêt. Et quand je suis arrivée à Paris, j'ai pu aller à l'école jusqu'au lycée. J'étais à lycée Paul Valéry à côté. Ah oui? Voilà. Et donc j'ai découvert le bois de Vincennes en fréquentant ce lycée. Oui. Et je retrouvais mon petit Cambodge grâce au bois, au fait, grâce aux arbres, aux plants, la forêt. Et tous les dimanches, je venais rester même dans le bois. Je connais tout le parcours dans le bois. Je faisais du jogging, je restais avec des amis, des enfants. J'emmenais tout le monde à faire découvrir ce bois comme si c'est mon coin à moi. Alors que non, le seul coin à moi, c'était au Cambodge. Mais j'ai un repère par rapport à la forêt. Mais comment ils justifiaient ça, les Khmer rouges, par rapport au fait de vous mettre dans la forêt? Ils disaient quoi? Ah non, parce que eux, c'était leur programme d'élimination. Ils voulaient mettre dans la forêt pour qu'on travaille, pour nous réduire à des animaux. Voilà. Et vous y êtes allé avec votre maman? Pendant cette période, ils nous ont séparés. Les hommes vivaient à part, les femmes vivaient à part, les enfants vivaient à part. On n'était pas groupés, donc on était avec que des enfants. On n'avait pas droit d'avoir une famille. Hein. La famille n'existait pas. La famille, c'est que l'organisation suprême. Et vous étiez... mais c'était les garçons ensemble, les filles ensemble, ou c'était mélangé les enfants, ils étaient ensemble tous. C'était plutôt des adultes qui ont été séparés. Et la forêt, elle vous paraissait amie quand même en tant qu'enfant? Je pense que grâce à la forêt qu'on retrouve plutôt un allié. Ouais. Oui. Ouais. Les humains, pas les humains, qui veut dire les Khmer rouges, les dictateurs. Ils étaient plus notre ennemi et puis nous on retrouve notre ressource, notre allié dans la forêt. Et surtout, comme nous, on est un peuple bouddhiste, un peu animiste, pour nous, dans la forêt, il y a beaucoup d'esprits protecteurs aussi. Ouais. Donc, parfois, pour demander la protection des dictateurs à ne pas nous assassiner, on demande aux esprits de la forêt de nous protéger. Ouais. C'est par la croyance comme ça. Ouais. J'adore dans cette scène le fait que, quand même, elle a été, on les a amenés dans la forêt pour les punir, pour les tuer, etc. Et que elle retrouve dans un bois à Paris des choses qui l'émeuvent, mais pas négativement. Ouais. C'est-à-dire pour elle, au contraire, c'est quelque chose qui la conforte dans quelque chose de son passé. C'est quand même extraordinaire. Oui, cette femme, je l'ai rencontrée totalement par hasard. Voilà, je suis allée, j'aimais beaucoup cet endroit, la pagode, au bois,
parce que là, c'est la commémoration du génocide khmer. Et je trouvais incroyable parce qu'il y avait énormément de Cambodgiens et d'Asiatiques, pratiquement pas de Français. Et moi, je me disais, c'est dingue, s'il y avait une commémoration de la Shoah quelque part, il y aurait aussi des Français, quoi. Et j'étais très étonnée. Et cette femme, je l'ai rencontrée, elle était formidable. Et c'est une cinéaste, en fait. C'est une cinéaste qui a fait un film sur les Khmers rouges. Et c'était très beau. Et, par exemple, il y avait aussi une autre dame qui vendait de la nourriture et qui me disait « Oh, je suis contente, ça faisait 25 ans qu'elle était, ou plus, qu'elle était en France. Je peux enfin parler français avec quelqu'un, c'est-à-dire moi. » Toi, tu lui dis à ce moment-là, mais personne ne vous parle, et elle dit non. Non. Personne ne m'a jamais demandé de raconter mon histoire. Oui. Et donc, c'était très, très beau. Et j'aimais beaucoup que le bois, justement, soit un endroit où il y ait plein de pays. Il y a plein de pays parce que comme c'est une nature qui est artificielle, qui est fabriquée par les gens qui s'occupent du bois, mais il y a plein de pays dans le bois. Par exemple, il y a la Guinée-Bissau qui vient tous les samedis en été faire une fête, etc. Et on est en Guinée-Bissau, il n'y a pas de blanc. Et moi, j'étais avec une jeune fille qui m'aidait, une de mes anciennes étudiantes, et on était les seules blanches de tout le pique-nique de la Guinée-Bissau. Et c'était extraordinaire. Et voilà. Et donc, il y avait aussi des endroits où il y avait les Tibétains qui se retrouvaient, qui faisaient du foot, ou les Sri Lankais qui faisaient du cricket, etc. Parce que l'équipe de France de cricket n'est faite que de Sri Lankais. Voilà. Mais j'ai beaucoup aimé filmer le bois. D'abord parce qu'après 5 ans de la gare du Nord, j'en pouvais plus. Et parce que ça me ramenait dans mon enfance, dans la campagne et tout. J'aimais vraiment beaucoup ça. Et j'aimais rencontrer des gens uniquement sur leur rapport avec le bois. Ça ne m'intéressait pas forcément de savoir ce qu'ils faisaient dans la vie, etc. Et mon idée, au début, le film s'appelait Le Bien. C'est-à-dire que mon idée, c'était qu'on venait au bois pour quelque chose qu'on pensait de bon pour soi, de bien, voilà. Et donc, je me disais, c'est vachement intéressant de savoir ce qu'est le bon, le bien, pour n'importe qui, quoi. C'est-à-dire, est-ce que c'est de se promener dans la forêt? Est-ce que c'est de coucher avec un garçon? Est-ce que c'est quand on est un homme? Est-ce que c'est de pêcher, de passer la nuit au bord d'un lac artificiel comme si on était en montagne pour pêcher, de courir, de faire du vélo? Voilà, je trouvais que il fallait aussi s'occuper de parce que souvent le documentaire, on montre des choses qui font souffrir et qu'il faut dénoncer, etc. Mais je trouvais très intéressant de savoir ce que chacun trouvait de bien pour soi. Voilà, le bien. Donc j'avais l'impression que le bois était comme un sanctuaire, que c'était un endroit où on venait faire quelque chose pour soi, mais vraiment comme un sanctuaire. Ce qui est énigmatique pour moi, c'est l'homme à côté. Je suppose que c'est son mari. C'est-à-dire que si c'était un couple français, il aurait arrêté quelque chose. Il ne branche pas, quoi. Il écoute. C'était un ancien du gouvernement, je crois. Il était, mais pas du gouvernement khmer. Mais... En tout cas, parce que elle parle, on la regarde, on écoute, et lui, on le regarde, on se dit... Oui, il dit rien. Quoi? Puis il manifeste très, très peu. Alors que visiblement, il est avec elle. Oui. Le cinéma, c'est quand même super, quoi. Oui. Voilà. Mais c'était marrant parce qu'à cette époque-là, je faisais ce film, et j'ai commencé en juillet, je suis allée jusqu'en juillet, et de avril à juin, j'ai fait en même temps le concours.
de la Fémis. Et donc c'était intéressant parce que bon, il fallait faire en vélo Bois de Vincennes, la Fémis, c'était loin. Mais on avait la même caméra et tout ça. Et ce qui était intéressant, c'est que dans le concours, je n'apparais pas. Voilà, c'est vraiment Wiseman style. Je filme toutes les étapes du concours en espérant que le récit, qui n'est pas personnalisé par des gens, mais qui est seulement personnalisé par les étapes du concours, suffise pour faire une narration. Et ça a marché. Bon. Mais donc voilà. Alors que là, je suis tout le temps en interaction avec les gens que je filme. Est-ce qu'on a le temps de montrer un dernier extrait ou pas? Je ne sais pas. Est-ce que Tine est là? Oui. Bon. Donc, on va... c'est un extrait... C'est une autre problématique, si tu veux. C'est pour ça que j'avais envie de le montrer. C'est-à-dire, à un moment donné, tu fais une fiction, qui est une vraie fiction, même s'il y a un fondement très, très documentaire qui est les feux de forêt, enfin, qui est ça. Et donc, tu filmes des personnages qui ne sont pas du tout documentaires, mais dans un espace, enfin, dans des décors dont on voit bien que toi, ils te touchent. Qu'est-ce que ça veut dire pour un cinéaste de fiction? D'amener, si j'ose dire, sa fiction et ses acteurs dans un espace personnel, enfin, d'une façon personnelle. Donc, est-ce qu'on peut montrer le dernier extrait? Oui, ouais. Allez, oui, parfait. Ben alors, quand vous pouvez, vous nous l'envoyez. Et pour les gens qui ne parlent pas français, ça va être traduit au fur et à mesure par les écouteurs. C'est quoi là? Tu dors? On s'appelle tout à l'heure, ok? Ma mère elle a pris le portable. Fais chier, tu fais quoi après? Tu viens chez moi? J'ai les vitres à faire. Trop bien l'après-midi à venir. Bon, on se retrouve à la place à 3h, ok? Alors, ok? Arrête, Livia, vas-y, laisse-la passer. C'est fini, oui! Bon, à 3h ou pas? Ouais. Oh, qu'est-ce que t'as fait? Et puis c'est tout, quoi. Là, les gars. Ouais. Ah, tranquille. Vas-y, laisse tomber, c'est des canards. Ferme-la un peu, s'il te plaît, ferme-la. C'est bon, gueule. Ah, Jack, arrêtez, c'est bon, arrêtez. C'est rien, arrêtez. Là, ça, je suis trempé. Ça va, tranquille. Lâche poteau. Elle marche le pouce, là. Tu cherches toujours le pompier? Ouais. Et chez lui, t'es allé voir? Non. C'est où? À l'école. Sa femme, c'était le street. Tu savais pas? Attends, mets un coup de kick quand on se bat. Je suis mouillé, fais attention. Vas-y, Livia, galope! Vas-y, fais-le galoper! Double-la, double-la!
il est là. Oh, on t'a vu. Ah. Ah, sors de là, on t'a vu. Ah, sors de là, viens. Sors de là, on arrive. Bah, tu quoi, viens, on y va. Attends, c'est l'électricité, on s'en bat les couilles, viens, on y va. Arrête, fais attention. Viens là. Moisi, t'es pire que Moisi. Eh, dégage avec ton chemin sur toi. C'est bon, c'est bon. Vas-y. C'est bon, c'est pas ok, là. Qu'est-ce que prend? C'est bien, j'adore. Tu sais on est ensemble une matinée. Est-ce que c'est quel village là? C'est Cabas. C'est Cabas, c'est pas tout à fait ton village. Non. D'accord. Parce que là, bon, en fait, à la fois c'est de la fiction, et à la fois tu refilmes des choses que tu filmes parfois dans ces documentaires, notamment quelque chose que tu aimes beaucoup, c'est les rodéos de jeunes en moto. J'adore. Parce que ça, tu l'as filmé déjà au moins 3 fois. Donc, est-ce que c'est cinématographiquement que ça te plaît ou c'est en vrai? Bah, j'adore les jeunes et tout, je les trouve très drôles, j'aimais beaucoup. Et puis, j'aimais beaucoup le combat scooter-cheval, quoi. Voilà, ça, je trouvais ça formidable parce qu'elle est, voilà, elle a un cheval et tout. Puis après, son père va lui piquer son cheval, mais et puis il y a le côté western, quoi. Elle est là, elle est en haut, voilà. Et j'ai adoré, et surtout, je me souviens que j'ai décidé de faire cette poursuite un matin, et j'ai dit on va faire 50 plans s'il le faut, mais on va tout tourner ce matin. Voilà, et on a fait la poursuite, et ces jeunes, ils étaient mais formidables, parce qu'on avait travaillé avec eux un peu avant, et ceux du village, puis il y en avait un de Marseille, le Moisi, voilà. Mais ce qui était formidable, c'est que au début, j'étais un peu guindée, comme ça, mal à l'aise, et j'ai compris que le mieux, c'était de leur demander de jouer leurs copains. Voilà. Alors, on faisait des improvisations, ils jouaient leurs copains. Voilà. Et là, ils étaient mais formidables, formidables. Parce qu'évidemment, ils connaissaient très bien leurs copains, donc c'était l'occasion. Il y a moins de gêne par rapport à eux-mêmes. Oui, voilà. Copain, voilà. Et puis, ils pouvaient montrer un peu les bêtises ou les critiques qu'ils avaient envers leurs copains. Et donc, c'était hyper heureux de voir cette énergie des jeunes comme ça, alors qu'elle, elle était quand même très, très sombre, très, voilà, elle avait ce rapport au territoire qui était très compliqué, quoi. Et parce que elle aussi, sa mère était anglaise, voilà, tout ça. Et j'aime beaucoup ce rapport à l'espace, aux jeunes, comment les jeunes ils prennent l'espace, ils expérimentent, voilà, je trouve ça très très beau, quoi. Y compris l'espace le plus filmé, le plus académique, celui de La Fontaine. Ouais. La Fontaine, c'est dans tous les films, mais là c'est complètement autre chose. Ouais. Ils sont en train de, voilà. Et puis le cheval qui boit, etc. Voilà. Et ce qu'il y avait de bien, c'est que chacun, le scooter et le cheval, c'était des trucs qui marchaient pas ensemble, qui faisaient du bruit dans le village, qui gênaient, etc. Et j'aimais beaucoup le fait qu'elle soit vraiment gênante avec son cheval et tout. Je trouvais ça très beau, quoi. D'ailleurs, il y a une femme automobiliste qui vient lui dire vous l'enlevez. Vas-y, casse-toi, etc. Voilà. Et cette histoire que j'ai transformée un peu, elle mettait, en fait, on m'a raconté, mais c'est comme des cartes de tarot. Il y avait le cheval, la fille, la mère, le feu, parce qu'elle met le feu à la forêt, et le pompier, quoi. J'avais comme ça des éléments, et j'ai choisi. D'ailleurs, je l'ai écrit en parcourant le village où ça s'était passé, qui n'est pas le mien, mais celui d'à côté. Et j'ai entièrement fait le scénario sur les déplacements, sur le temps que ça prenait d'aller d'un endroit à l'autre. Voilà. Pourquoi tu ne l'as pas fait dans ton village? Parce qu'il était trop mort déjà, ou celui-là était plus vivant? Ouais, c'est que il y avait là, je sais pas, il y avait là quelque chose qui était très beau dans ce village. En plus, il y avait une mine avant.
à Cabas. C'est à côté du Toronnet. Et le village était formidable. Tout le village a joué dans le film. C'était... Je pense qu'il faut déplacer un peu les choses. Mais là, je suis en train d'écrire une fiction qui se passe dans mon village. Ouais. Tu reviendras l'année prochaine. Voilà. Mais je pense, j'ai vu, comme c'est une histoire assez dure, j'ai vu qu'il fallait que je mélange les villages parce que sinon j'allais avoir des ennuis, quoi. Et oui. Et oui. Ça, c'est des nouvelles contraintes. Oui. Mais je pense que le lieu, c'est une chose très très forte de la narration. Et vous allez voir peut-être ce soir le film sur Annie Ernaux, Écrire la vie. Et elle disait plusieurs fois dans des débats comme ça, ou des discussions qu'on avait, je suis le lieu. Voilà. Donc je pense que la narration peut se transformer à partir du moment où la question du lieu est très importante. Évidemment, dans le documentaire, il y a beaucoup de films qui se font sur des lieux, mais de considérer que le lieu est un moteur entier de l'histoire, c'est quelque chose qui, moi, m'intéresse beaucoup. Voilà. C'est un côté Rosselligne. Bon, je pense qu'on a vu pas mal de choses là, dans le temps qui nous était imparti. Je crois que là, il faut qu'on arrête. Voilà, donc merci à toi. Merci à toi, merci. Bonsoir à toutes et tous. Pour les groupes francophones, donc on m'a demandé de faire passer un petit message. Donc là, il y a une réception qui est au rez-de-chaussée pour les adultes et au 4e étage pour les étudiants, enfin les élèves. Et si jamais vous restez pour le film après, n'hésitez pas à prendre vos places avant 19h45, vos places gratuites, parce qu'après elles seront mises en vente les places restantes. Voilà, bonne soirée, profitez bien.